Début de soirée, sur le très fréquenté boulevard Pereire. Zizou, un policier de la brigade anticriminalité, traque des délinquants qui sévissent dans le quartier. Des arracheurs de téléphones portables. Il y a 5 minutes, le vol elle a arraché d'un téléphone portable, un iPhone. La victime donc, est assez nerveuse. Elle pense reconnaître ses agresseurs qui sont à proximité. Vas-y. Apparemment, il y a ces agresseurs à proximité. Cette fois, la BAC n'a pas pu anticiper, mais les voleurs sont encore dans le coin. BAC 17 Mike de BAC 17 Zulu. Je vais prendre contact avec la victime, c'est reçu. Pour l'instant, on fait des rondes au niveau de la place Porte-Maillot. 3 autres policiers de la BAC commencent la recherche. Tu vas me déposer là, tu vas me déposer. Pendant ce temps, Zizou va tenter de localiser la victime. Tu me confirmes, c'est bien ça? Problème, Zizou s'est trompé d'adresse. La personne attend bien plus bas dans la rue. Fait que tu me reçois, ils ont interpellé pour l'instant 4 personnes. Pendant que Zizou cherchait la victime, les hommes de la BAC ont arrêté 4 suspects. Reste à savoir s'il s'agit des voleurs. Bonjour, c'est pas vous qui vous êtes fait arracher un téléphone portable? C'est vous? Devant chez moi. Je peux vous décrire la personne, elle portait une veste, je suis sûre de la enfin, je pense, je peux pas dire que je suis certaine parce que une veste grise avec une capuche et le type maghrébin. Et il y avait quelqu'un d'autre qui était devant chez moi qui avait l'air d'attendre, black, avec une casquette Gucci noire et un peu couleur rasta sur les bords. D'accord. J'étais en train de téléphoner et en fait on m'a arraché le téléphone de l'oreille. Voilà. Très énervée, c'est tout en fait, surtout beaucoup de colère. Voilà, de se faire arracher son téléphone devant chez soi comme ça, c'est pas très agréable en fait. Et là, juste, vous allez voir physiquement déjà, vous allez me dire si c'est ça. Okay. De toute façon, il va pas vous voir. Il va pas me voir. Non, juste nous, on va faire un passage. La victime doit maintenant reconnaître ses agresseurs parmi les suspects arrêtés un peu plus tôt. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Les 4 hommes sont alignés contre un mur pour l'identification. C'est pas celui avec les bandes blanches, ça c'est sûr. Mais la victime ne reconnaît qu'un seul homme, celui à la veste aux bandes jaunes. Juste après, devant chez moi, il avait l'air d'attendre Et lui, franchement, pour le coup, je suis vraiment pas... Ça se trouve, il a rien à voir, en fait, dans ce... L'homme aux bandes jaunes n'a peut-être rien fait, mais le plus grand des 4, celui au t-shirt bleu, cachait ceci dans ses sous-vêtements. Il est éteint, regardez, essayez de l'allumer. C'est le vôtre? C'est bon, c'est bon. Parfait, nickel. Bon, c'est bien le téléphone de la victime. Donc c'est super. Ce sont bien les voleurs. Comme souvent, ils agissaient en équipe. Un arracheur, un guetteur et un 3e homme qui récupère le téléphone pour brouiller les pistes. Cette fois, l'arracheur s'est volatilisé. Mais Zizou tient le téléphone, c'est bien assez pour arrêter les complices. Mildou, tu me notes? Les suspects sont interpellés. Mais un élément imprévu va compliquer le voyage. Ça pue grave. Au moment de l'interpellation, l'un des voleurs n'a pas pu se retenir. Il s'est déféqué dessus. Vous en faites si peur que ça? Je sais pas, mais ouais, apparemment c'est le cas là. Non, je sais pas comment on va faire. Merci pour le cadeau les mecs. Rien. Allez, on se casse. L'homme retrouvé avec le portable, sur lui, est déjà connu des services de police pour des vols. En attendant son audition par l'officier de police judiciaire, un dialogue de sourds s'engage entre Zizou et le voleur. Le téléphone, je l'ai acheté un point, un trait. C'est tout, on s'arrête là. Il ne reconnaît pas le vol, malgré l'évidence. Maintenant, si vous m'avez arraché Si t'avais rien à te reprocher, pourquoi tu l'as mis dans ton slip, le téléphone? Parce que je l'ai acheté. Le téléphone, je ne sais pas si on l'a volé ou pas. Quand tu achètes un téléphone, tu le mets pas dans ton slip, tu vois ce que je veux dire? Tu le mets dans la poche. Pourquoi tu le mets dans le slip? Parce que je sais très bien que tu as quelque chose à te reprocher. J'ai rien à me reprocher. Si j'avais quelque chose à me reprocher, pourquoi j'ai pas fait? C'est 2 questions différentes. Les délinquants qui nient en bloc malgré les preuves, Zizou en a l'habitude. Il ne tombe pas dans le panneau. Ouais, voilà. Vous n'êtes pas des bonhommes, vous en prenez à chaque fois à des femmes. J'ai peur de vous. Franchement, même vous avez un iPhone devant moi. Si j'ai envie de faire quelque chose, je vous le ferai. Ça, ne vous inquiétez pas. Je suis pas un bouffon, moi. Ne vous inquiétez pas. Sérieusement, fais-moi plaisir. Ce jour-là, fais-moi ce plaisir. Je vous le jure, vous allez à la limite. Ça, c'est moi, je vous le promets. Je ne crois pas que... Arrache-moi le téléphone, tu verras. Arrache-moi le téléphone. Tu verras, tu auras une belle surprise. Pour ce vol de portable, cet homme et son complice risquent 3 à 5 ans de prison.
Chaque jour, lors de leur patrouille, les forces de l'ordre interviennent en première intention sur ce qu'elles appellent dans le jargon juridique des flagrants délits. Violence, vol, escroquerie ou encore violation du code de la route, ces interventions prennent toutes les formes et parfois des tournures risquées. Sur les secteurs gendarmerie, les patrouilleurs s'appellent les PAM, les premiers à marcher. Ces équipes mobiles couvrent de vastes territoires et interviennent sur des cambriolages, mais aussi sur des contrôles d'identité qui risquent de basculer dans la violence à tout instant. 803. Tu bouges pas. Nous suivrons aussi les unités de la brigade anticriminalité du 20e et du 17e arrondissement de Paris ou encore d'Aulnay-sous-Bois. Unité dite de contact, ces hommes et femmes font face aux situations les plus dangereuses et passent leur temps sur le terrain à guetter les agissements des bandes les plus violentes. Tu veux de la drogue à des policiers, toi? T'es vraiment un abruti. Parmi eux, Tony, policier du 20e arrondissement. Il est sur le terrain de jour comme de nuit. Un de ses objectifs, prendre les pickpockets en flagrant délit. Alors, t'es parti en Allemagne? Oui. D'accord, t'es sorti quand de prison? Tu m'as dit. 3 jours. Il y a 3 jours? Mais aussi François, au commissariat de Grenoble. Il va intervenir en urgence sur un braquage à la voiture bélier. Il faut 3 mecs, 2 avec fusil à pompe. Ils sont rentrés, ils ont couché tout le monde au sol. Stup, cambriolage ou encore violence du quotidien, immersion parmi les équipes en première ligne face au crime. Le faubourg de Béthune, situé à moins d'1 kilomètre du commissariat. Classé 5e quartier le plus défavorisé de France, plus de 70% de sa population vit sous le seuil de pauvreté avec moins de 1 000 € par mois. Ici, la vie des 3900 habitants est polluée au quotidien par les trafics. La FRI est souvent le dernier recours du bailleur social qui gère ses logements. Ce matin-là, les policiers que nous appellerons Chud et Fred rejoignent le bailleur qui veut leur montrer une cage d'escalier transformée en succursale d'un réseau de dealers. Cette visite anodine va vite prendre une tournure à peine croyable. Ça continue ici, pourtant il y avait eu 2 opérations de police récemment. C'était là, mais ça a repris. Sur cette résidence, on a été amené, il y a quelques années maintenant, à condamner l'ensemble des caves parce qu'elles étaient occupées pour y faire du trafic. Ah ouais, d'accord, ok. NTM la police, ouais. Ils nous aiment, c'est bien. Sur les murs, dès le premier étage, Plus on monte, normalement, mieux ça va. Ouais. Ça, ils font les pochons, hein. Ils mettent 1 gramme ou un demi-gramme de cocaïne ou d'héroïne. à chaque étage, le major découvre des traces de deal et l'organisation mise en place par le réseau, notamment celui des guetteurs, appelés choufs. Ouais, ils chauffent de là, quoi. Ah bah là, ils sont bien placés en plus. Le major inspecte tous les coins de chaque étage qui pourraient servir de planque. On a retrouvé des ficelles quelquefois. Alors vous tirez la ficelle et puis ils vont monter la drogue. L'utilisation des parties communes par les trafiquants pousse de nombreux locataires à quitter les lieux et en empêche d'autres de s'installer. On a la demande de mutation qui augmente, des difficultés de plus en plus significatives à louer dans des conditions acceptables, des personnes qui sont positionnées sur des logements vacants mais qui refusent de par l'environnement délétère qu'ils peuvent rencontrer. Alors que nous sommes en pleine interview dans la cage d'escalier, nous allons assister à une scène ahurissante. Depuis la fenêtre, le major voit son adjoint Fred se faire accoster par un homme en bleu sur le parking. Cet homme semble lui proposer de la drogue et lui faire signe de le suivre. Il y en a un qui a été voir Fred là, tu vois. Sous les yeux de Chud, Fred joue le jeu d'un toxicomane qui va acheter sa drogue. Il s'approche du dealer et soudain lui saute dessus. Pris de court, le major dévale les escaliers pour prêter main forte à son coéquipier. L'homme est rapidement maîtrisé et aussitôt menotté. Tu veux de la drogue à des policiers, toi? T'es vraiment un abruti. Je suis un drogué, toi, bien. Tu t'habites où? Fred n'en revient toujours pas d'avoir été pris pour un toxicomane. Il a piégé sans effort un dealer sûr de lui et visiblement habitué à vendre de la drogue sur ce parking. Écoutez, pendant que je vous attendais à l'extérieur, on va dire en sécurisation des lieux, cet individu est arrivé à pied.
Il m'a proposé d'acheter de la drogue directement. Ils ne savent même plus faire la part des choses entre un policier et un toxicomane. Apparemment, on n'a pas non plus des faciès de drogués. Après avoir fouillé le dealer, Chud récupère sur lui de la drogue conditionnée prête à la vente. Plusieurs boulettes de confectionnées, là. Il y a 5 grammes. On est près de la Hollande et de la Belgique. Forcément, les prix sont cassés. 20 € le 0,8 grammes d'héroïne. D'héroïne, ouais. Dans ces quartiers tenus par les réseaux, les dealers ne sont jamais seuls. Par mesure de sécurité, les 2 policiers appellent des renforts. En moins de 5 minutes, leurs coéquipiers de la FRI arrivent sur place pour embarquer l'homme interpellé sous bonne escorte. Il y en a qui profitent de l'occasion pour essayer de libérer leurs copains. Donc on se prémunit et on prend une arme non létale. À Lille, le trafic de drogue ne laisse aucun répit aux hommes de la FRI. Autre zone clé du trafic en France, Aulnay-sous-Bois. Ce matin, le commissaire Vincent prépare une nouvelle opération. Il espère arrêter aujourd'hui un rechargeur. Leur mission, ravitailler plusieurs fois par jour les points de deal en produits stupéfiants et assurer les transferts d'argent. Ils permettent aux dealers de ne pas stocker sur place de trop grosses quantités de drogue et d'argent en cas de descente de police. Les rechargeurs sont un maillon essentiel du dispositif. En les interpellant, Vincent espère démanteler tout le trafic. Récemment, au cours de leur surveillance, les policiers ont repéré 7 hommes. Chaque jour, il fait 5 à 6 allers-retours. Vous êtes en place, les gars? Cela fait 3 heures que Vincent et ses équipes sont en planque à proximité du domicile de ce rechargeur. Pour notre part, on est positionné, prêt à partir. On attend l'information qui vient des gens qui sont positionnés en surveillance, savoir quand le véhicule qui nous intéresse va partir. Le suspect doit approvisionner un point de deal dans la Cité de l'Europe, un quartier où le chiffre d'affaires de la drogue dépasserait les 14 000 € par jour. En tout, une quinzaine de policiers quadrillent les abords de la cité. La BAC par l'entrée principale, par Neptune, et on bouclera avec le GRI sur les deux entrées sur Matisse, histoire de fermer le périmètre. Attention, on y va, les gars. Des policiers viennent de signaler le véhicule du suspect. La filature débute. On y va soft, nous on est en train de traverser Chagall tranquillement. Ouais, c'est bon, là-bas qu'on a mis pied à terre, j'ai largué 2 collègues sur Matisse et je prends la chaîne à 2. Ok, ben on accélère pour le bouclage. Il faut intervenir vite et sans se faire repérer pour créer l'effet de surprise. Voilà, arrête-toi là. Sortie de l'école. Let's go. Vincent repère les présumés dealers qui se seraient fait recharger. Messieurs, bonjour. Non, je vois un illicite sur vous. Allez, la casquette là. Bonne journée, monsieur. On va pas cramer notre action. On va simplement sortir de là et faire semblant d'avoir fait un gros contrôle. Avec un peu de nous, on retombera dessus tout à l'heure. Donc on va pas se démotiver, on va se remettre en place et on va recommencer. Attention à la cheville. Ah ben voilà. C'est bien ça. Mais surprise, un individu a été interpellé par une autre équipe à l'extérieur de la cité. À la vue des policiers, il tentait de prendre discrètement la tangente. Avec son maillot de football, c'est bien le présumé rechargeur. Merci. Elle est où? Elle est où là? Tu viens avec nous. Les policiers n'ont pas réussi à le prendre en flagrant délit et ne trouvent rien d'illicite sur lui. Reste à fouiller la voiture du suspect et rapidement, ils font une première découverte. T'as combien? Faites quoi dans la vie, monsieur, pour avoir 700 € en cash comme ça? Ah mais c'est moi, j'ai travaillé. Hein. Ouais, mais vous avez travaillé, vous avez fait quoi dans la vie là? Ma question est simple. J'ai eu mon bac. Moi aussi j'ai des diplômes, mais c'est pas pour ça que je me trimballe avec 700 € en cash comme je vous ai dit, je dois réparer ma carrosserie aujourd'hui là. Et bah alors, ça se fait pas avec une carte bleue ça, monsieur? Pourquoi c'est fait en cash? Non. C'est qui la croquette là qui est derrière? Quelle croquette? Vous venez de trouver quoi? Ouais, monsieur, un peu de résine de cannabis, pas grand chose. C'est ça qui ça gros.
La vie de ma mère, c'est pas Gros, moi. c'est sous le siège. C'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est sur ton... Non. C'est sur ton trousseau de maison. J'étais là, même, c'est une clé qui date, monsieur. Les policiers découvrent également la clé d'un second véhicule. Peut-être la voiture où la marchandise serait stockée. On va faire les perquis chez lui. Et on descend sur les voitures après. Et on descend sur les Ouais, bagnoles on est d'accord. On embarque tout ça. Tu prends la voiture. Ouais. On y va. 25. Les policiers vont d'abord perquisitionner son domicile. Police! Le suspect vit encore chez ses parents. Messieurs, dames, bonjour. Là-bas. Et on y va tranquillement. C'est où? Dépêche-toi, on n'est pas là pour... Oui, la vie de ma mère. Gros, tu nous as menti sur la chambre. Arrête de nous dire n'importe quoi. Dans sa chambre, Vincent retrouve un sachet, a priori du bicarbonate de sodium, une substance généralement utilisée en cuisine, mais les dealers s'en servent également pour couper la cocaïne. La vie de ma mère, la vie de ma mère. Mais ta mère... Je vais pas couper maman tout de suite, ramenez un couteau. Voilà, ramenez un couteau. C'est gros. Non, monsieur, mais non, façon de parler, ouais. Tu as un couteau, vas-y, tu Non, façon de parler. Mais c'est très mal. Je te dis, il y avait que de l'argent. Mais par contre, moi, quand je te dis que je vais tout retourner, c'est pas façon de parler. Ah, monsieur, s'il vous plaît. C'est pas façon de parler. Non. Tu fous la gueule. Monsieur, rien chez moi. La vie de ma mère, rien chez moi. Alors, c'est où? L'appartement est passé au crible. Dans le même temps, les couloirs de l'immeuble sont fouillés. Les policiers y font plusieurs découvertes. À première vue, l'individu cacherait dans les parties communes le matériel pour conditionner, pour découper, comme vous pouvez voir. Une petite balance, un couteau, un briquet, dans ce sac plastique tout le matériel du dealer de cannabis. Dans l'appartement, en revanche, les policiers ne trouvent rien. Mais ce n'est pas fini. Sur le parking, ils ont retrouvé le second véhicule du suspect. C'est cette Twingo bleue, leur dernière chance. Alors. Là. Là où quoi, là? Là. En dessous le volant. Il y a un truc sur la banquette. Ah, moi, je veux rien, Regarde ce qu'il y a là. Vas-y, y'a quoi? Sous la banquette arrière, plusieurs dizaines de billets de banque. Pour les policiers, leur origine fait peu de doute. Alors on voit bien que c'est issu du produit de la vente de produits stupéfiants parce qu'on a des billets de 5, des billets de 10. C'est vraiment des petites coupures. Il vient prendre de fil la cam. Il prend l'argent en même temps, histoire de laisser le moins possible sur les points de vente. Donc là, on doit avoir, je sais pas, 4500. Plusieurs milliers d'euros. 4500, 5000 euros, je sais pas, à vue de nez. Combien? Tu dois savoir la somme qu'il y a. Ouais, on va au commissariat, on va... Combien il y a à ton avis? Ça, c'est mon argent. C'est ton argent? C'est l'économie, peut-être? Les policiers regagnent le commissariat avec le sourire. Le mis en cause est placé en garde à vue. En plus de l'argent liquide, près de 5000 euros. D'autres policiers ont retrouvé 2 plaquettes de 100 grammes de résine de cannabis. Elles étaient cachées à côté de la voiture du rechargeur. Ils s'en étaient débarrassés juste avant d'être interpellés. On n'a pas beaucoup de matière, mais on a du numéraire. Alors, le numéraire, ça fait toujours mal parce que c'est le produit fini, c'est là qu'il y a la plus-value. Et c'est une somme que lui va devoir rembourser ensuite vis-à-vis des gars qui organisent le trafic. Donc ça le met pas mal dans l'embarras. Pour les policiers, c'est un nouveau coup porté aux trafiquants. Payé à la commission, un rechargeur peut gagner jusqu'à 10 000 euros par mois. Celui-ci encourt une peine de 5 ans de prison. À Grenoble, depuis plusieurs années, la police fait face à une hausse du nombre des vols à main armée. Face à ce phénomène, les autorités ont mis en place un vaste plan anti-braquage. Des interventions à haut risque, les braquages sont aujourd'hui organisés par des commandos aux méthodes imprévisibles. François, 36 ans, est un nouveau groupe d'enquête criminelle. Avec son collègue Yanis, il vient d'être appelé sur sa première grosse affaire, le braquage d'un commerce par un commando armé. Donc plus d'infos, 3 mecs, 2 avec fusil à pompe. Ils sont rentrés, ils ont couché tout le monde au sol. Ils ont vidé les promontoires où il n'y avait que de l'or. Le vol s'est fait en quelques secondes dans un magasin de vente d'objets d'occasion au rayon bijouterie. Le mode opératoire est celui d'une équipe de professionnels. Non, il n'y a pas de PC. Bonjour.
Rien n'a été touché pour l'instant? Non, c'est le secteur, c'est la limite de vitrine là. Ils ont touché quoi là? Ils ont ouvert comment? Alors, je sais pas exactement sur quelle caisse ils ont. Il y en a un qui a sauté par derrière. Ils ont cassé les carreaux, vous voyez, qui sont à l'intérieur. D'accord. Ils ont pris tout ce qu'il y a là et ils sont repartis le courant. D'après François, les braqueurs avaient probablement repéré les lieux. Ils n'ont volé que quelques bijoux en or, entre 15 et 20 000 euros de butin. Ils étaient typés quoi? Européens, pays de l'Est, maghrébins? Peut-être pays de l'Est, ouais. Plutôt pays de l'Est? Ouais. J'ai vu une personne avec une cagoule et un fusil. Ouais. Le fusil, comme ça, à chaud. Pas bien, mais elle aurait du fusil d'assaut quoi. Ça ressemble plus à un fusil de chasse ou une mitrailleuse comme ils ont dans l'armée? Ils sont rentrés. Il y en a un qui reste au volant de sa bagnole. Un conducteur attendait les deux braqueurs, les visages cagoulés, les mains gantées. Le commando n'a laissé aucun indice derrière lui, hormis une empreinte de chaussure. A priori, ils ont dû chevaucher par-dessus le bas-flanc avec le pied parce qu'on voit avec le contre-jour, on voit une trace de chaussure sur le bas-flanc. Ça peut toujours nous servir si les gens sont identifiés dans le cadre d'une perquisition, si on retrouve une paire de chaussures qui a la même empreinte qui correspond. Donc ça peut être un élément, c'est pas forcément l'élément décisif, mais ça peut être un élément qui peut laisser penser que c'est la même paire de chaussures, quoi. Face à des équipes si bien organisées, la tâche des enquêteurs est complexe. D'autant qu'ils n'ont pas de chance. En panne, les caméras du magasin n'ont rien enregistré de la scène. Des témoins, présents au moment du vol, ont vu la voiture des braqueurs. Les gendarmes finissent par la retrouver à 15 km de Grenoble. On va faire mouvement sur le site où le véhicule a été retrouvé par les gendarmes avec l'identité judiciaire pour faire des photos du véhicule. Les braqueurs ont abandonné la voiture en rase campagne. Le problème, c'est qu'il n'en reste pas grand-chose. Elle a pris un coup de chaud, hein. Pour empêcher les policiers de retrouver des empreintes ou des traces ADN, les voleurs ont mis le feu à la voiture. L'exploitation à proprement dit du véhicule en lui-même, là, c'est cuit pour nous parce que le véhicule étant totalement calciné, il n'y a rien à récupérer sur la voiture maintenant. C'est une voiture qui a été volée apparemment, qui a été volée les jours précédents, donc qui a été utilisée. Donc généralement, ça sert de première voiture et après, il y a ce qu'on appelle généralement une voiture tampon ou un véhicule tampon qui attend une autre zone et qui récupère les braqueurs pour pouvoir se sauver après. Impuissants, les policiers doivent maintenant s'orienter vers le deuxième véhicule des braqueurs. Ils vont éplucher les images des caméras installées sur le réseau routier. Mais François le sait, cette affaire peut prendre beaucoup de temps. Les braquages sont souvent les plus durs à résoudre. Mais les véhicules servent souvent de piste. C'est pourquoi, partout en France, les contrôles routiers sont aussi au cœur du dispositif de sécurité. Et ce soir, à Montmorency, lorsque la patrouille de Sébastien et ses coéquipiers croisent deux véhicules arrêtés au milieu de la chaussée, ils décident de les contrôler. Manouche à droite. Ouais, stationné à droite, les deux véhicules. Stationné à droite. Soudain, les deux voitures démarrent en trombe. La tension monte, une course-poursuite s'engage. Les gendarmes réussissent à rattraper l'un des deux véhicules. Main sur la tête, main sur la tête. Main sur la tête, les gars. Sors le conducteur. Baisse la tête, toi. Passager, baisse la tête. Mets tes mains sur la tête. Les gendarmes se méfient du conducteur et de son passager. Il pourrait être armé. Mais notez pour moi. Moi, je suis passager, j'ai rien. Okay. Il y a quelque chose de dangereux dans la voiture? Non, franchement, il n'y a rien. C'est parce que t'es bourré, les peurs. Les deux individus sont menottés, mais les occupants de l'autre véhicule, eux, ont pris la fuite. C'était qui les mecs dans la Golf? C'était qui, les gars? C'est un gars, je sais pas, il s'est arrêté, on parlait avec lui. Cette explication n'a pas l'air de convaincre les hommes du PSIG. Ils ont eu le temps de relever la plaque d'immatriculation du véhicule en fuite. Du coup, ils appellent le central pour une vérification. Ouais, ok, bah c'est peut-être faussement plaqué alors. C'est peut-être la raison pour laquelle le véhicule est parti. En fait, la plaque d'immatriculation ne correspond pas au véhicule. Dans le jargon policier, on appelle ça une doublette. C'est-à-dire de fausses plaques souvent utilisées par les malfaiteurs. Sébastien, pendant ce temps-là, commence les tests d'alcoolémie du conducteur qu'ils ont arrêté. Vous avez bu quoi? Vodka. Vous allez prendre une grande aspiration et vous allez souffler longtemps là-dedans. Encore, toujours. Nickel, merci. Ok. Positif alco, Nono. C'est pas une surprise, hein?
Le passager, lui, va regagner son domicile par ses propres moyens. Très bien. Donc le monsieur, lui, il va être laissé libre parce que c'est le passager, on n'a rien à lui reprocher. Par contre, le conducteur, lui, on va l'emmener pour le refus d'obtempérer et pour alcoolémie. Le conducteur est conduit à la brigade. À son arrivée, les gendarmes lui font repasser un test avec l'éthylomètre. Hey, on va mesurer le taux que vous avez, quand vous voulez. Encore. Voilà. On va recommencer, faut souffler d'un seul coup, longtemps. L'homme n'y arrive pas. Sébastien garde son calme malgré les maladresses du conducteur. Mais au bout de 10 minutes, il passe la main à un collègue. Allez, encore. Ah bah non, trop tôt. D'accord. Les gendarmes ne pourront jamais déterminer son taux d'alcoolémie. Il passera le reste de la nuit en cellule de dégrisement et écopera d'un retrait de permis. Quant au deuxième véhicule, il n'a jamais été retrouvé. Retour à Paris, où un autre type d'affaire préoccupe les patrouilles du 17e arrondissement. Joël, 33 ans, est gardien de la paix à la brigade de nuit de police secours. Ce soir, il fait équipe avec Aurélie. Jusqu'ici, la patrouille est plutôt calme, mais ça ne va pas durer. C'est bon, ça. Vas-y, pars. Les locaux d'une entreprise viennent d'être fracturés. Cambriolage qui va se commettre ici. Pour les cambrioleurs, le 17e a un atout. Il est facile de s'enfuir par les grands boulevards qui mènent aux portes du périphérique. Les auteurs vont sans doute chercher à quitter rapidement le secteur. Joël veut les prendre de vitesse. Vas-y, va sur les portes. Ça fera qui rue Le Mercier, donc à mon avis, pour partir vite, ça va prendre les portes. Donc on va tenter la porte de Saint-Ouen, donc on va voir. À mon avis, périph' intérieur. De nombreux ordinateurs ont été dérobés. Le ou des individus ont pris la fuite à bord d'une BMW noire. Le modèle et la plaque d'immatriculation ont été relevés. Pour tous les effectifs de police disponibles, c'est une course contre la montre qui commence. Un BM noir, vas-y à gauche. Non, c'est pas ça. Dans 2 minutes, si on l'a pas, c'est mort. 10 minutes après le cambriolage et toujours aucune trace de la voiture. Vu le flux de circulation, à mon avis, je pense qu'ils sont loin. Là, la carte à jouer, c'est tout de suite comme on a fait, c'est se mettre directement à une porte et voir si ça passe. Là, au bout de 5 minutes, c'est fichu, quoi. Le gars, il est parti, quoi, c'est sûr. C'est vous qui avez appelé? Joël décide alors de se rapprocher des victimes. Ça s'est passé combien de temps? Un quart d'heure. Direction de fuite, par là, par là. Sur place, les employés de la société sont sous le choc. Pendant le cambriolage, ils dînaient dans ce restaurant juste en face. À leur retour, ils ont même croisé les malfrats. Moi, je suis directrice. Face à l'immeuble, la vidéosurveillance du parking a tout enregistré. Ce véhicule noir, coffre ouvert, c'est celui des cambrioleurs. Un homme s'est posté devant l'entrée pendant que ses complices travaillent à l'intérieur. 2 des victimes lui passent même devant. Quand elle réalise ce qu'il se passe, il est déjà trop tard. Ils étaient là, ils nous ont vus rentrer, on est arrivés, on a vu cette porte ouverte qui n'est jamais ouverte, avec les écrans par terre. Et en fait, une fois qu'on a réalisé que la porte était ouverte et qu'il y avait un problème, la voiture elle est partie. Donc en fait, ils venaient de charger et nous on est rentrés et en fait on a eu de la chance. J'ai envie de dire qu'on a eu de la chance parce qu'on aurait pu être à l'intérieur, ils auraient pu... on ne sait pas ce qui va arriver. Les cambrioleurs avaient repéré les lieux. Ils connaissaient sans doute le code d'entrée. Une fois dans le hall, ils ont fracturé cette porte, habituellement condamnée. Nous d'habitude on rentre par là et cette porte, même nous on n'a pas la clé, on l'a jamais eue, elle était condamnée, je sais pas comment ils ont réussi à la défoncer. Il n'y avait pas de système d'alarme, les voleurs ont fait une razzia. Là il y avait un iPad, là il y avait un ordi. Ils ont mis les ordinateurs par terre? Oui, ils les ont mis pour les emporter, je pense qu'on était un peu gênés. Là il y avait la caisse. Une caisse... La caisse de la société, du matériel informatique. Au total, le préjudice dépasse les 6 000 €, mais il aurait pu être encore beaucoup plus élevé. Pour avoir mis un tel fouillis et laissé plein d'ordinateurs en vrac, ouais, ils ont été surpris, ils ont été dérangés. Ils ont fait au plus vite, ils sont chargés, ils sont partis.
Pressés par le temps, les cambrioleurs ont pris soin de n'emporter que des objets peu encombrants. Des professionnels qui, ce soir, n'ont pas pu être rattrapés. Pour les gens, c'est frustrant et pour nous aussi, parce que si on est rentré dans la police, c'est forcément pour arrêter ce genre d'individus. Donc oui, effectivement, ne pas les avoir, ça, c'est frustrant. Voilà, c'est tout. Si les malfaiteurs ont réussi leur coup, c'est parce qu'ils avaient apparemment bien préparé. Avant le week-end de Pâques, on était en train de déjeuner en face, on a vu quelqu'un faire des croix rouges à côté de nos volets. Donc on a toujours entendu que c'était des codes, voilà, un truc que tout le monde connaît. Et même quand vous voyez ce genre de fait, là, des individus qui font des croix, etc., il faut appeler tout de suite la police. On vous a appelé? Ok, parfait. On vous a appelé immédiatement. Une croix rouge, tracée sur un volet. C'est l'un des nombreux codes qu'utilisent les cambrioleurs pour préparer un mauvais coup. La méthode n'est pas nouvelle, mais reste toujours très utilisée par les bandes qui, 4 fois sur 5, ne sont pas rattrapées. Reste alors le flagrant délit. Pour police secours, il est très rare de surprendre un cambrioleur sur le fait, mais ce soir, Joël est aux aguets. Derrière, recule. Il vient d'apercevoir un homme blessé près d'une vitrine de magasin. Quand il a vu la police, l'homme a pris la fuite. Bouge pas! Je t'ai dit, bouge pas! Courette, boulevard Berthier. Courette, boulevard Berthier. Une voiture de police vient alors en renfort et bloque la route du fuyard. Rattrapé et à bout de souffle, l'homme finit par s'arrêter. Il était cagoulé quand on est passé. J'ai l'impression qu'il avait une cagoule, mais en fait, il avait dû remonter son écharpe sur le visage. Ouais, TN17, individu interpellé. Il avait une cagoule. Joël pense peut-être tenir un cambrioleur. C'est de la merde. Mais la prise est moins bonne que prévu. Ouais, c'est du tagger. Il devait être en train de taguer. Dans le sac à dos, plusieurs bombes de peinture. Ouais, c'est bon, il n'y a rien d'autre. Je suis pas en train de violer des femmes, là. Ouais, bah, c'est cool pour toi, là. Il s'agit sans doute d'un tagger un peu éméché. Joël doit maintenant constater les dégâts. Je sais pas, moi je pensais plus qu'il avait forcé la vitrine. Mais en fait, regarde, il a tagué en fait. C'est tout frais, c'est... Voilà. Il a tagué. Au final, pas de cambrioleur. Joël en est quitte pour une bonne dose d'adrénaline. Ah, voilà, un tag quoi. Un peu déçu que ce soit juste un tagger. De toute façon, dès que ça court, après il faut courir. On regarde après. On interpelle d'abord et on réfléchit après. Le jeune tagger sera condamné à venir nettoyer ses graffitis. C'est bon, on y va? À l'autre bout de Paris, dans le 20e arrondissement, 2 pickpockets se tiennent en face d'une terrasse de café et guettent une cible potentielle. Mais eux-mêmes, sans le savoir, sont l'objet d'une surveillance particulière. Tony, de la BAC du 20e, attend leur passage à l'acte. C'est la police. Je peux regarder quelque chose, ça vous dérange pas? Merci. Depuis ce restaurant, Tony surveille les moindres faits et gestes des 2 individus en face. Donc là, tant qu'ils sont posés, on reste à distance, on a une vue, mais après, il va falloir resserrer le dispo si jamais ils partent pédestrement pour commettre une bêtise. Soudain, un camion bouche la vue de Tony. Et en quelques secondes, les pickpockets se sont volatilisés. Tony n'a pas vu la scène, mais ses collègues restés de l'autre côté du boulevard ont aperçu les 2 hommes commettre un flagrant délit. Les policiers les séparent pour éviter qu'ils ne communiquent entre eux. Moi non voleur. Les policiers de la BAC les ont déjà arrêtés plusieurs fois, alors ils commencent à se lasser de leur discours. Ça fait 2 fois en 3 semaines quand même. Non, moi non voleur, je te jure. Pourquoi tu prends moi? Quelqu'un qu'on a déjà interpellé il y a 3 semaines, on les avait suivis pendant 2 heures et demie. Ils avaient interpellé sur le 10e, ils avaient volé un sac à main. Ils disent que c'est pas eux. Les 2 hommes sont conduits au commissariat. Mais pour Tony, l'affaire n'est pas terminée. Le seul souci, c'est qu'ils ont volé un sac, mais comme ils ont dû être masqués par un camion ou un véhicule, ils n'ont pas vu exactement à qui ils l'ont volé. La priorité pour lui, c'est de retrouver la victime. Un peu plus loin, dans une ruelle sombre et à l'abri des regards, Tony et une collègue découvrent le sac que les 2 pickpockets fouillaient avant d'être arrêtés.
T'as une CB au nom de carte vitale, c'est pas... Il fouille le sac à la recherche d'indices pour contacter la victime. Ah mais tu dois avoir un calepin avec des numéros là. Regarde. Là t'as le chéquier. Un numéro qu'on peut appeler. Une facture. Un numéro apparaît sur une facture. Certainement celui de la victime. Par chance, on ne lui a pas dérobé son portable. Une collègue de la BAC réussit à l'avoir au bout du fil. Vous êtes où, monsieur? Parce que tout à fait, on a interpellé les individus et on a votre sac. Les policiers de la BAC lui donnent rendez-vous au métro Belleville. Quelques minutes plus tard, la victime est sur place. Vous allez nous suivre? Ouais. Jusqu'au commissariat du 20e? Ouais. Vous allez être entendu? L'homme, de passage à Paris, est impressionné par la rapidité du vol. Ouais, j'étais en train de boire un verre avec un ami et j'avais mon sac sur mes pieds. Enfin, il est assez long, mais une partie sur mes pieds, justement, parce que je pensais être prudent. et voilà, et tout d'un coup, j'ai sursauté parce qu'il n'y avait plus mon sac sur mes pieds. Vous êtes rendu compte de rien? De rien du tout. Et je sais pas si c'est une seconde après ou 20 secondes après. C'est-à-dire, j'en sais rien du tout. Retour au commissariat. Lors de la fouille d'un des pickpockets, un des policiers de la BAC trouve un portefeuille. Ça, c'est à vous? C'est pas votre portefeuille? Non. Mais apparemment, pas celui de la victime. Bah ça, c'est une autre victime. Parce que c'est allemand. Ah ouais. Vas-y, toi. Ce soir-là, le pickpocket n'en était pas à son premier coup. Il réserve pourtant une toute autre version aux policiers. C'est des partis en Allemagne. Tiens. Toi, t'es parti en Allemagne? Oui. Tony connaît le casier du voleur. Il sait que c'est impossible. Alors, t'es parti en Allemagne? Oui. D'accord, t'es sorti quand de prison? Tu m'as dit. 3 jours. Il y a 3 jours? Et il va le mettre dans une mauvaise posture. Là, toi, malheureusement, c'est un ticket d'entrée pour un truc particulier. Et il y a une date. Donc, à la prison, ils t'ont laissé sortir le 26 août. T'as eu une permission de sortie, sachant que t'as aucun papier. T'as été en Allemagne, t'as été visité, t'as pris le téléphérique. Face à l'évidence, l'homme ne cherche plus d'excuses. Ok, merci beaucoup. Il est conduit au sous-sol pour être fouillé avant d'être placé en garde à vue. La fouille de son complice, elle, s'est avérée fructueuse. Ça, c'est sur lui, dans sa poche arrière. Les policiers de la BAC retrouvent le portefeuille et les clés de la maison de la victime. Toutes les preuves sont réunies. Pour l'auteur principal du vol, c'est une récidive. Ça risque de lui coûter cher. Donc là, il vient de sortir de 3 jours. Il y a 3 jours de prison et il recommence ses bêtises. Voilà. Apparemment. Combien? Quelle peine? 4 mois de prison. Ferme. Je pense qu'il risque de repartir en prison aussi sec. Si ce pickpocket finira derrière les barreaux, d'autres délinquants sont la cible des forces de l'ordre, notamment les arnaqueurs. Et dès le lendemain, c'est Zizou, de la BAC du 17e arrondissement qui s'y colle. Il y a une Roumaine, elle est sur une Chinoise, elle travaille une victime. En patrouille sur les avenues chic, Zizou vient peut-être de repérer l'une de ces situations. Au niveau de la banque, là. La femme au chouchou rose aborde les passants. Son attitude est suspecte. Zizou flaire quelque chose. Il y a une grosse Roumaine, là, avec une Chinoise, et elles sont collées contre le mur, là. Et j'ai l'impression qu'elle essaie de l'endormir, et l'autre, elle regarde son portefeuille. Sans se faire repérer, le policier se poste à quelques mètres de la suspecte. À cette distance, il voit tout ce qui se passe. Il se passe quelque chose là. Elle la force à ouvrir son portefeuille. En toute discrétion, la suspecte tente de forcer cette vieille dame à lui donner de l'argent. Sa complice en pull bleu veille au grain. Soudain, les deux femmes se séparent. Les suspects ont-elles réussi leur coup? Zizou doit vérifier auprès de la victime. Il la rattrape pour lui poser quelques questions. Madame, regardez, il y a bien marqué police. Je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé avec cette dame. Elle vous a demandé quoi exactement? Elle vous a pris de l'argent ou pas? Non, je l'ai donné. Vous l'avez donné? Oui. Merci. 40 €, c'est très généreux. Mais peut-être vexée de s'être fait berner, cette personne refuse de coopérer.
Il faut justifier, il faut lui mettre bien la carte devant la tête pour vraiment savoir que je suis de la police. Ça devient vraiment souvent. À la base, on est là pour la protéger. Se faire rembarrer par une victime, Zizou ne digère pas. Mais il en est sûr, les deux femmes repérées cherchent une nouvelle victime à qui forcer la main. Les gars, position des nanas. Elles sont devant. Attention, elles sont devant. C'est bon, c'est repris la filage pour moi. La filature continue pour Zizou. Au même moment, à quelques rues de là, son collègue a repéré une transaction suspecte. On a une affaire qui tombe en même temps, comme d'habitude, pour ne pas changer. Est-ce que vous pouvez me montrer le bijou? Le bijou? Cette jeune fille vient d'acheter un bracelet estampillé d'un grand bijoutier. La transaction a eu lieu en pleine rue. Devant les yeux du policier, il veut vérifier qu'il ne s'agit pas de recel de vol. Il était à 150 et au lieu de 4000 en fait, et voilà quoi. Ça vous met pas la puce à l'oreille? Bah si, moi je sais que c'est du faux, mais je m'en fiche. Et 150 € pour le bijou que c'est? Ah, pour le bijou que c'est, bah à la base il est à 4000 €, il est super bien limité. C'est intéressant. Le bracelet n'est qu'une copie, mais acheter de la contrefaçon, c'est un délit, cible d'une lourde amende. Pour cette fois, Yann va pourtant passer l'éponge. Ça se retourne. Qu'est-ce qui se passe? Soudain, Zizou appelle Yann sur une troisième affaire, et cette fois, c'est peut-être la bonne. Bonjour. Bonjour. Commissariat du 17e arrondissement. D'accord. On a deux mecs qui sont sortis de chez vous avec 2 sacs Micromania. Oui, à l'instant. Ouais, à l'instant, je voulais savoir qu'est-ce qu'ils ont acheté. 2 consoles, 2 PS3. À peu près, vous avez le une montant? extension de garantie, c'est 700 €, juste comme ça. D'accord. Et c'est quoi le moyen de paiement? Carte bleue. Carte bleue, ok, super. Ces deux hommes, les bras bien chargés, viennent de faire 700 € d'achat en carte bleue. Zizou a un pressentiment. Il doit les rattraper pour procéder à un contrôle. Hop, monsieur police. Venez là, hop. Venez là. Contrôle pour l'instant, contrôle. Tout à l'heure, on était sur les 2 nanas là. Et à ce moment-là, on voit des 2 mecs sortir de Micromania avec 2 sacs, tu vois, bien chargés et tout, super nerveux. En fait, Zizou est persuadé que ces achats ont été faits avec des cartes bleues volées. Reste à trouver les fameuses cartes. Vous avez payé comment ça? Pardon? Vous avez payé ça comment? Espèce? Ok. Il est rentré dans le magasin. Ah ouais, 2 secondes. 2 secondes. Tu me le gardes, ce petit main. Oui, il commence à me fatiguer là. Il tremble comme une feuille. Il tremble comme une feuille, le mec. J'ai une carte cadeau là. Ils ont dit qu'ils ont payé en espèces. Ils sont débarrassés des cartes. Ouais, c'est bon ça. C'est bon ça. Finalement, la palpation est fructueuse. Au fond des poches des deux hommes, 2 cartes bancaires signalées volées le matin même. Et les tickets correspondent aux achats. Allez, 803. Coincés, les voleurs tentent une rébellion. 803, c'est le signal. La BAC leur passe les menottes. Apparemment, ils ont réglé ça avec des cartes bleues. Pas du tout à leur nom. On demande à ce mec-là comment il a réglé les achats. Il nous a dit en espèces et on a compris de suite qu'en fait, il y avait quelque chose de louche. Sur les voleurs, les policiers vont aussi découvrir plusieurs cartes cadeaux, du liquide et même un sachet de cocaïne. En tout, il y en a pour 1 000 € d'achats frauduleux. Et ce n'était sans doute qu'un début, car cette gérante du commerce d'à côté allait leur vendre de quoi continuer leur razzia. Ils sont tout simplement venus me demander d'acheter un caddie. C'est tout, pour mettre les 2 sacs qu'ils portaient à la main. C'est tout. Mais en fait, ils sont à peine rentrés et puis on est venus les cueillir. T'as vu, tout est tombé en même temps. Hein. On a eu 3 affaires en même temps. Et à un moment, il y a des priorités. Heureusement pour nous, on s'est concentré sur la bonne affaire. Surtout ça. Zizou a de bonnes raisons d'être content de lui. Le fichier a révélé que cet homme à la veste noire était recherché depuis 6 mois pour exactement les mêmes faits. Actuellement en attente de jugement, il risque 5 ans de prison ferme. Mais cette même semaine, d'autres urgences attendent les policiers. Boulevard Berthier, dans le 17e arrondissement. Cette fumée noire, signalée par la vidéosurveillance,
C'est un bus parisien en feu, en plein cœur de la capitale. Tous les occupants ont été évacués in extremis. Le conducteur du bus tente malgré tout d'éteindre l'incendie avec un extincteur, mais il est vite forcé de reculer. En quelques instants, la situation devient incontrôlable. Il faudra plus d'une demi-heure aux pompiers pour éteindre l'incendie. Ce qui l'a provoqué, un pétard de type mortier jeté à l'intérieur du bus. Nous sommes le 13 juillet et dans les rues du 17e arrondissement, le feu d'artifice a déjà commencé. Cette année, la fête commence fort et l'attention ne va pas retomber. Joël s'attend à vivre une nuit mouvementée. Les jeunes, ils achètent des mortiers, on va dire, de façon illégale. Et pour eux, c'est une occasion de régler leur compte plus ou moins avec la police. Donc généralement, on est prêt à partir, ils nous tirent dessus, ils tirent sur les bus, sur tout ce qui a un uniforme. Et puis, c'est très dangereux en dessous de 30 mètres, donc c'est une arme. Donc ça rentre dans la voiture, on risque de cramer. Voilà à quoi ressemblent ces mortiers d'artifice. Un tube en carton qui projette des boules explosives. Ces engins sont strictement interdits par la loi, car utilisés comme une arme, ils peuvent provoquer de graves blessures. Et la confrontation avec les forces de l'ordre ne va pas se faire attendre, car au même moment, la vidéosurveillance signale des gerbes d'étincelles et des explosions en pleine rue. C'est où? C'est qui qui tire là-bas, c'est devant le kebab. Ils sont où? Ils sont où? Au milieu de la route, ils sont en moins 10, au milieu de la route, tire dessus. À tout moment, un passant ou un automobiliste risque d'être touché par un tir. Joël doit intervenir. Ça se tire dessus, avenue Clichy, des individus qui se tirent dessus au mortier. Ouais, TN17, courette Saint-Jean. Courette Saint-Jean. Ces jeunes viennent de tirer au mortier en direction du policier. Le projectile a explosé à ses pieds. Joël tente de les rattraper. Il dégaine sa bombe lacrymogène. Le gaz lacrymogène ne suffit pas à ralentir les fuyards. Mais il y a peut-être encore une chance de les rattraper. Il y a les gars, ils m'ont tiré dessus au mortier. Il y en a deux sont revenus sur moi, j'en ai fumé deux avec la gazeuse. Maintenant, si je peux les recoller, les interpeller, ce serait bien. Ouais, attends, c'est quoi ça? Face à la voiture, un scooter se présente, en sens inverse. Les policiers sont tendus. Les deux hommes sont peut-être en possession d'un mortier. Sors. Alors, c'est pas moi. Ce tube jaune, c'est un canon de mortier. Il était caché sous le bras du passager. C'est pas moi. C'est pas moi. Le garçon a beau nier avoir tiré sur les policiers, il est interpellé. Où j'ai un mortier? J'ai pas de mortier. Où tu m'en... Ça c'est quoi? C'est de la merde. Un mortier. Donne ta main. Je peux pas confirmer que ce soit vraiment lui, mais pire des cas, de toute façon, on l'accroche pour avoir un mortier sur la voie publique. De toute façon, c'est un délit. Donc, Pour le jeune homme, la fête est terminée. Il finira sa nuit en garde à vue. Mineur, il sera relâché dès le lendemain. Joël est reparti à la chasse aux mortiers quand la radio signale deux jeunes en fuite. là, il y a un appel comme quoi des gars auraient dégradé des véhicules. Et les policiers ne vont pas tarder à les retrouver. Là-bas, à gauche, au fond à gauche. Ouais. Ça, c'est ça, il est là. Là. Tac, tac. Arrête-toi. Ouais, il aurait fait. Où ton pote? Il est là. Viens là. Viens ici, là. Les deux jeunes n'opposent pas de résistance. Si vous branliez là-bas, là. Mieux, ils passent tout de suite aux aveux. Alors, je vous le dis honnêtement, ce qu'on a fait, on a bu, c'est vrai, c'est la vérité. Oui, on a bu un peu trop. Et en fait, c'est le temps, on est passé devant les poubelles, on s'est amusé à les vider. Si vous voulez, on les range tout devant vous, mais on n'a rien fait d'autre. On peut vous amener là où on a fait, on n'a vraiment rien fait d'autre, on vous promet. Vas-y, allez, on y va à pied, vous me suivez. On va ranger les poubelles. Ils proposent de ranger eux-mêmes les poubelles qu'ils ont renversées. Joël les prend au mot. On va aller voir si c'est des dégradations ou quoi. Et
À mon avis, c'est encore un truc... On va voir. Dans l'angle là. Hop. Mais sur place, Joël va constater que les deux jeunes ont un peu minimisé les dégâts. Si s'est passé quelque chose, c'est ma faute. Non, c'est pas si, on te demande ce que t'as fait. La poubelle, tu l'as jetée sur la voiture? C'est qu'on a trop bu. Enfin, surtout oui, moi. non, mais ça, c'est bon. On est rentré. Belle la voiture. C'est moi. Voilà, Et j'ai fait ça. Et j'ai rien fait d'autre. Un peu trop alcoolisé, le garçon s'est amusé à renverser des bennes à ordures sur les voitures dans la rue. La faute est avouée, mais pas pour autant pardonnée. Allez. Il y en a un qui a assez de courage pour nous dire que c'est lui, donc l'autre on va laisser partir. Et celui qui a avoué sa petite connerie, bah, il va venir avec nous. C'est pas un grand délinquant, mais bon, c'est une dégradation. La personne qui va retrouver son véhicule dans cet état, bah, quelque part elle va être content qu'on l'a arrêté, et puis il aura un nom pour les assurances, pour un dépôt de plainte, et puis pour surtout se faire rembourser son capot. Voilà. Les jeunes des beaux quartiers qui font des bêtises, c'est aussi ça, le quotidien de la police du 17e arrondissement.